Le consensus, c'est entre 6 et 8% des émissions mondiales de carbone, ce qui est absolument énorme. C'est une espèce de non-dit de la mode, sachant que le transport aérien, on entend parler toute la journée, ça va être 1 ou 2%. Donc la mode, 4 fois le transport aérien. Les gens sont prêts à sacrifier beaucoup de choses pour l'environnement. Ils sont prêts à baisser la température chez eux. Ils sont prêts à manger beaucoup moins de viande. Mais ils sont pas prêts à changer leurs habitudes vestimentaires. Il y a des innovations qui se passent. On a parlé brièvement d'Everdye tout à l'heure. Ils réduisent énormément tout l'empreinte de la teinture parce qu'en fait, ils l'éliminent à 99%. 99% de réduction sur la moitié du scope de la mode qui représente 8%. On parle de 4% de l'empreinte carbone mondiale que vous pouvez réduire. Salut Romain. Bonjour Antonin. Je suis hyper heureux de te recevoir et d'avoir cet échange avec toi parce que tu fais partie de ces rares personnes qui ont à la fois construit un empire dans le secteur de la mode et qui ont pris un pas de côté, un temps de recul pour essayer de décrypter les enjeux de durabilité de ce secteur. Tu as passé quelques mois, là, je crois, à écrire un livre que tu publies ces jours-ci. Parlons d'Adormi, qui est l'entreprise que tu as créée il y a maintenant 15 ans et que tu as développée et vendue au bout de 12 ans pour plusieurs centaines de millions d'euros. C'était une entreprise dans la lingerie qui a eu un beau succès aux États-Unis, je crois. Oui, tout à fait. Adormi, donc c'est une entreprise qui a été créée en 2012 dans la lingerie. Et l'idée, c'était, quand on a commencé, de concurrencer Victoria's Secret en proposant des produits mieux grâce à ce qui était l'innovation technologique de l'époque, à savoir avoir un site web. Et oui, la technologie s'évolue. Et raconte-nous là, les quelques années de développement d'Adormi. Je pense que comme toute aventure entrepreneuriale, il y a beaucoup de ups, beaucoup de downs. On a eu nos lots d'émotions dans tous les sens. On a eu de la chance, je pense aussi. Il faut quand même parler de ça. Et puis, l'entreprise s'est bien développée. Et puis, on a grossi, on a embauché, on a atteint différents milestones de revenus, 1 million, 10 millions, 100 millions, 200 millions. Et puis, on a fini par se vendre effectivement à Victoria's Secret en 2023. Et à la fin, tu lances un accélérateur autour des enjeux de durabilité dans la mode. Concrètement, qu'est-ce que tu y fais et pourquoi cet élan en fin de parcours entrepreneurial? Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Je dirais que c'est plutôt en milieu. On était donc quand on a commencé, la fast fashion, c'était vraiment cool, quoi. C'était notre motto. Et puis, il faut pas oublier qu'on était basé aux États-Unis dans un marché mass market les années 2010. Donc, c'était tout à fait naturel de faire de la fast fashion. Et puis, quand même, plus on avançait, plus on grandissait. Plus on vieillissait, qu'on commençait à avoir des enfants, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et puis, en 2019, ça a vraiment marqué un tournant pour moi à titre personnel, mais aussi pour l'entreprise, où on a dit, il faut vraiment y aller. Les enjeux de durabilité, c'est important. Et donc, on fait un changement de cap, radical dans l'intention, mais très pragmatique dans la manière de faire, dans l'exécution. Et on a lancé des dizaines d'initiatives autour de durabilité, certaines qui ont échoué évidemment, certaines qui ont réussi, certaines qui sont en cours, et on a beaucoup appris, voilà. Et c'est effectivement ce que je partage dans le livre Reset Fashion qui vient de sortir aux éditions Reconnaissance. Et une de ces initiatives, c'est effectivement lancer un accélérateur. Qui était un petit peu différent des accélérateurs de mode dont vous entendez parler, puisque on faisait déjà avec nos contraintes, qui était qu'on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on avait pas mal de data, pas mal d'idées. Et puis, et donc ce qu'on faisait, c'est qu'on identifiait un certain nombre de jeunes pousses prometteuses en disant, eux, ils travaillent sur quelque chose qui est franchement incroyable, il faut travailler avec eux. Et on était assez bon pour spotter les talents, parce qu'au début c'est vraiment des talents, les toutes jeunes startups. Et donc on a travaillé avec des entreprises où on était leurs premiers clients. Et pour eux c'était une bonne expérience, qu'ils avaient accès directement à un premier client, ce qui est toujours important.
Et on leur donnait accès à toutes nos données, on les challengeait énormément. On n'hésitait pas à être assez opinionated sur la roadmap en disant mais ça va pas du tout, on n'en veut pas. Mais en fait, le fait de travailler avec eux de main dans la main dès le début, ça permettait nous, ça nous permettait d'avoir le produit dont on rêvait, avec les ressources et la passion d'une startup. Et eux, ça leur permettait d'avoir un produit qui était finalement un peu en avance de phase par rapport à ce que le marché de la mode attendait. Et quand le marché arrivait, ils avaient un produit qui était vraiment ce qu'il fallait. Donc, on a accompagné des startups en France comme Carbon Fact. On était leur premier client dans la mode. Donc là, on parle de quelle année? 2022, 2023? Ça, on a commencé à bosser avec eux et c'était 2020. Mais l'accélérateur, tu le crées en quelle année? On l'a lancé en 2021. D'accord. Donc, Carbon Fact, ils avaient un client dans la chaussure, je crois, mais ils n'avaient pas encore de clients dans la mode. Donc, c'était leur premier client dans la mode. Et puis maintenant, ils ont des centaines de clients avec des tas de marques de mode. Une entreprise comme Everdye, que je crois que tu connais, où on était leur seul client pendant quelques années, le temps qu'ils mettent en place la technologie, tout ce qu'ils voulaient faire. Et puis Everdye qui fait partie du portefeuille Asterion et Clear Fashion aussi. Alors Clear Fashion, j'ai pas travaillé avec eux au sein de l'accélérateur. Okay. Je les ai rencontrés après, mais ils auraient pu. Mais, ils ont déjà atteint une certaine taille aujourd'hui, mais c'est ces types de jeunes pousses avec lesquels on aimait travailler. En fait, ce qui est intéressant dans les critères qu'on appliquait, en fait, ils étaient à la fois simples et compliqués. C'était, on regardait, on rencontrait les fondateurs et on disait, OK, il y a deux choses qui comptent. C'est, est-ce qu'ils sont vraiment smart? Et on est un peu exigeant. Parce que s'ils sont pas smart, est-ce qu'ils vont pas réussir parce que le problème est trop complexe. Et puis, est-ce qu'ils care vraiment? Parce qu'il faut de la passion, il faut... et ça, c'est évidemment, tout le monde va dire qu'il care. Mais quand on a des discussions, à la fin d'un dîner, on dit « Mais qu'est-ce que tu comptes faire dans 5 ans ?» et que la personne nous dit « j'espère que je vais faire une belle exit et faire autre chose », on se dit en fait, tout le discours sur sauver la planète qui nous sort, c'est plus un discours marketing. Et en fait, quand vous combinez ces... Au-delà de l'intention, il faut parfois 10, 12, 15 ans pour y arriver. Donc, Exactement. Mais donc, c'est là où je dis qu'il faut avoir la passion. Il faut avoir une passion pour le problème. Il faut avoir un peu de fond dans le ventre. Donc voilà. Donc, en fait, c'est les deux critères, smart et caring. Et en fait, ça nous a permis de travailler avec des entrepreneurs extraordinaires qui, pour l'instant, ils ont tous réussi dans leur domaine, même si chacun a eu un peu ça. Et on parle de combien d'entreprises que vous avez accompagnées? En tout, on a eu 6 qui sont passés par l'accélérateur, parce que même de notre côté, ça demandait quand même un certain investissement, surtout en termes de temps, des équipes. Puis après, pour en avoir 6, en fait, faut discuter avec 25. C'est tout un petit process à mettre en place. Donc ça, c'est notre accélérateur qu'on avait lancé, qui était une de nos initiatives, qui était finalement, on essayait de répondre à la question quelle brique manque au sein de notre arsenal qu'on ne pourra pas développer par nous-mêmes et qui permet de faire quelque chose d'assez puissant. Donc ça, c'était l'accélérateur. Et tu quittes Adormi en 2022-2023 ? Non, je quitte en décembre 2024. Ah, 2024, donc il y a un petit peu plus d'1 an. Et donc, quand tu quittes, tu as déjà tiré un certain nombre d'enseignements de cette expérience de l'accélérateur ? Oui, alors, évidemment, on apprend toujours. Hein, la vie, c'est quand même une somme d'apprentissage, sinon on s'embête. Et donc, j'en avais tiré un certain nombre d'enseignements. J'avais la discipline de tous les ans écrire un Medium post sur qu'est-ce qu'on avait appris au cours des 12 derniers mois et où est-ce qu'on est le chemin. Donc, c'est intéressant parce que ça permet de faire une espèce de trace au cours du temps. Ce que j'ai écrit il y a 5 ans, il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans. Et puis, c'est sur des problématiques un peu différentes. Donc, on avait toujours eu... la manière de penser, d'essayer de step back un petit peu. Donc, voilà. Donc ça, c'était un processus continu. Après, le cheminement du livre, en fait, il est venu que j'ai écrit ces derniers... Plusieurs personnes me disaient, il faut que tu écrives
T'aimes bien raconter des histoires, c'est ton sujet. Donc je dis, je ne sais pas comment l'interpréter. Et puis après, j'ai pris un break familial que je recommande à chacun en Polynésie. Donc mes amis me détestent, qui était bien, mais qui est un bon moyen de se reposer, de se régénérer, de réfléchir un peu au temps long, de sortir de sa vie un peu frénétique de l'entrepreneur, du petit Parisien. Et puis là, du coup, j'ai un peu plus réfléchi, mais sans vraiment écrire. Et puis, on est revenu en septembre. On a essayé de revenir après presque un an hors de France métropolitaine. Et puis là, je m'y suis mis. Donc, j'ai écrit ce livre, Reset Fashion. Et puis, ça m'a permis aussi déjà de réfléchir à mon propre parcours, mais aussi de rencontrer beaucoup d'autres personnes dans le secteur de la mode et de voir d'autres aspects de la mode que je ne connaissais pas. Donc en fait, quand on écrit un livre, finalement, tout le monde est bienveillant pour parler, partager leur expérience, et puis de voir d'autres aspects, parce que la mode, chacun pense connaître la mode parce qu'il y va de sa petite expérience. J'aime bien les chemises, je connais la mode, ou j'aime pas la mode parce que j'aime pas les chemises. Mais en fait, c'est un secteur avec lequel j'ai une relation douce amère, mais qui est quand même intéressant. Parce qu'il touche à beaucoup d'aspects du monde. Donc, c'est un secteur économique qui est important, et pas seulement en termes du PIB généré, mais en termes de tous les emplois générés. Enfin, si on parle de la mode au sens large, qui commence avec ce qui pousse dans la terre pour faire des champs de coton, on parle de presque 500 millions de personnes dans le monde, 10% de la planète qui travaillent plus ou moins pour la mode d'une manière. Si on décompose la mode et le textile à proprement dit, c'est quoi? C'est la moitié à peu près Non, c'est un petit peu moins en valeur. Mais donc, en tout cas, c'est un gros secteur. Après, c'est en termes d'emploi, en termes de PIB. Après, c'est aussi un secteur qui est complètement mondialisé. Donc, et donc, au moment où on pose des tas de questions sur la mondialisation, qu'est-ce que vient ? Là, c'est un des secteurs qui est les plus mondialisés. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est relativement nouveau dans l'histoire de l'humanité, parce qu'il y a toujours eu du temps des cavernes, il y avait un peu de la mode, c'est une petite peau de bête. Mais au cours des 25 dernières années, il y a eu une accélération, et puis il y a eu cette magnifique innovation du secteur de la mode qui a consisté à tout outsourcer et tout offshorer, à envoyer dans des pays en Asie. Alors au début, Japon, Corée, puis après la Chine, et puis après le Vietnam, et puis après l'Indonésie. Donc c'est une entreprise qui s'est déplacée. Et en se déplaçant, ça induit un certain nombre d'effets. Alors, et on va évidemment parler des effets négatifs que tout le monde a en tête, mais pour le consommateur, ça a eu des effets positifs. Alors, du moins, croyait-il. Donc, ça a permis de baisser les prix, qui a été réinjecté dans acheter plus de vêtements. Donc là, on va vite transitionner vers les effets négatifs. Et pour le développement économique des pays qui ont reçu ces industries aussi. Exactement, il y a eu le développement économique. C'est les industries de la mode. C'est un bon moyen de démarrer son industrie. Effectivement, c'est un des secteurs de proto-industrialisation. C'est-à-dire que vous partez de la fibre, et puis vous avez des emplois assez simples de transformation que chaque pays plus ou moins maîtrise. Donc on peut faire, c'est pas comme faire de l'IA, vous n'allez pas faire l'IA au fin fond. On a quel stade? C'est encore au Bangladesh que l'industrie de la mode est du textile est la plus prospère, ou il y a un peu de production en Afrique aujourd'hui? Un petit peu, mais c'est marginal. Enfin, l'éléphant dans la pièce, c'est que ça reste la Chine qui de loin est très dominante dans la mode. Au niveau de faire les vêtements, donc là on parle de 60% des vêtements qui sont quand même produits en Chine. Et puis après, il y a tout ce qui est en amont, faire les fils, le tissage, les machines, ça passe beaucoup. Alors ça se passe globalement, 90% de la mode est produite en Asie. Et puis après, la Chine a un gros morceau de cette Asie. Donc c'est principalement asiatique, mais effectivement, c'est une industrie qui se déplace. Et j'imagine qu'en Chine, ça s'est déplacé. Alors au sein de la Chine, ça s'est aussi déplacé, mais ça reste quand même globalement pour la partie production sur la côte chinoise. Donc, parce que effectivement, proto-industrialisation, ça demande de la main d'œuvre. C'est aussi des métiers dans la production.
on a une image un petit peu misérabiliste avec les drames qui sont passés en Bangladesh, mais généralement, c'est des métiers de classe moyenne. Donc, c'est pas des métiers qui sont si mauvais dans les pays dans lesquels ils sont. On avait fait une étude sur le Vietnam, par exemple. Les gens qui travaillent dans la mode, ils gagnent en moyenne 2 fois le salaire minimum. Alors, je dis pas que c'est très très bien payé, mais c'est 2 fois le salaire minimum. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent, ils ont peu de formation, et puis ils arrivent à avoir une petite maison. Et puis aujourd'hui, en 2026, un téléphone et le confort moderne. Oui, c'est la classe moyenne du pays. Classe moyenne du pays. Donc c'est quand même intéressant. Et c'est ça dans à peu près tous les pays. Donc donc il y a un effet positif du développement qui est induit avec la mode. Donc là, on a parlé de la mode dans sa dimension production, emploi. Alors, il y a aussi un secteur qui pollue beaucoup. Donc ça, on va en parler évidemment parce que c'est lié à la durabilité. Mais c'est un secteur qui est au sens large. Il y a plusieurs études qui ont des chiffres un petit peu différents. Mais le consensus, c'est entre 6 et 8% des émissions mondiales de carbone. Ce qui est absolument énorme. C'est une espèce de non-dit de la mode, sachant que le transport aérien, dont on entend parler toute la journée, ça va être 1 ou 2%. Donc la mode, 4 fois le transport aérien. Et le gros des impacts dans ces 8%, c'est quoi ? Eh ben, ça se passe, très bonne question, ça se fait au niveau du processus de teinture. Donc la teinture, personne ne sait ce que c'est, mais c'est quelle couleur on va donner aux vêtements. Et donc, ça représente la moitié de ces 8%. Donc, c'est 2 fois les émissions carbone totales de l'aviation. Et en fait, pourquoi ? Parce que pour faire de la teinture, le processus a peu changé en 100 ans. Vous faites chauffer beaucoup d'eau. Voilà, on va dire beaucoup d'eau, c'est la taille d'une piscine. Hein, et vous la faites chauffer à 100 degrés. Et vous mettez un peu de couleur, un petit vêtement blanc. Vous attendez longtemps, donc c'est pas quelques heures, c'est quelques jours. Et là, magique, le vêtement a pris la couleur. Alors, il y a eu quelques innovations, on s'entend. Mais donc, c'est le processus de chaleur industrielle qui... Oui, exactement. Pour chauffer, parce que pour chauffer cette piscine à 100 degrés pendant quelques jours, il faut beaucoup d'énergie. J'y reviens. Et il y a eu quelques innovations qui ont consisté à mettre des produits chimiques dans cette eau pour chauffer moins longtemps. Mais ces produits chimiques, malheureusement, ils se sont retrouvés dans les sols, donc c'est pas bien non plus. Et donc, faire chauffer cette quantité d'eau, ça demande beaucoup d'énergie. Ça se passe souvent en Asie du Sud-Est, typiquement, où le mix énergétique, c'est pas du nucléaire, c'est du charbon. Donc, c'est énorme l'impact que ça peut avoir. Et c'est un bon exemple, je pense, de levier possible dans la mode, parce qu'il y a des solutions, on va revenir, je ne vais pas faire un tableau. C'est pas parce qu'il faut chauffer à une température extravagante, c'est parce que le mix énergétique des pays où cette industrie a lieu et pas celui de la France. Donc, oui, alors c'est un peu plus compliqué. En fait, c'est comme tout ce qu'il y a, en fait, il y a plusieurs effets qui se combinent. Et donc, la combinaison la pire, c'est la situation actuelle. Et puis après, on peut travailler sur différents leviers. Donc là, vous devez réchauffer beaucoup d'eau. Voilà. Donc, si vous le faites au fin fond de la Malaisie ou en France, évidemment, le mix énergétique sera différent. Dans les faits, vous n'allez pas le faire en France, il n'y a pas de procédure de teinture en France. Tout a été envoyé parce que ça demande du travail, parce que ça pollue, parce que personne ne va entendre parler en France. Donc, en l'occurrence, il est déjà en Asie du Sud-Est. Là, il y a différentes voies possibles pour le faire. Il y a déjà utiliser moins de teinture, moins de collants, donc des couleurs plus naturelles qui demandent moins. Donc, vous allez avoir moins de... Vous n'avez pas un jaune pétant, mais peut-être du blanc. Voilà. Après, vous pouvez travailler... là, il y a une entreprise dont je parle dans le livre qui est assez intéressante, qui s'appelle Thermotune. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont arrivés en disant toute cette chaleur qui est faite, est-ce qu'on peut juste optimiser et utiliser moins d'énergie pour produire la chaleur, pour produire la couleur dont on veut à la fin. Et en fait, ils sont avec un petit peu d'IA, des sensors, et un peu de la même façon que chez vous, quand vous quittez chez vous, vous baissez le thermostat parce que vous partez en vacances, ils arrivent à baisser le thermostat pour juste atteindre le point optimum, mais sans avoir une surpression en permanence. Et en fait, en travaillant sur ça,
ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient baisser de 25% les besoins énergétiques, ce qui est absolument énorme, 25% énergétique, pour arriver à la même qualité. C'est-à-dire que c'est le même processus, c'est le même output, mais juste vous utilisez 25% d'énergie de moins, juste parce que vous êtes plus intelligent à vos capteurs. Alors, comme ils disent, ce n'est que de la thermodynamique. Moi, je n'ai pas fait de PhD en thermodynamique comme eux, mais c'est pas si compliqué que ça. Et donc, il y a des gains économiques majeurs pour les industries. Absolument, c'est critique, parce qu'en fait, quand vous réinjectez 25% d'énergie en moins, ça veut dire que la solution étant relativement abordable, un industriel de la teinture qui investit là-dedans, en 4 mois, il a remboursé son investissement initial. Donc, c'est un payback de 4 mois. Et donc, tout ce qui est après, c'est des gains économiques. Donc, en fait, c'est un bon levier économique qui s'accompagne d'un bon levier énergétique. Et donc là, on travaille pour essayer de diffuser ça un maximum. Et ça, c'est une solution qui n'existait pas il y a 2 ans. Donc ça montre ces espèces de changements qui sont possibles et qui sont en cours et qui font en fait encourager énormément en disant attaquons-nous au processus de teinture. Et ta question était pertinente parce que tu disais c'est quoi les plus gros leviers? En fait, la teinture, c'est le plus gros. Et en fait, on n'en parle pas assez de la teinture. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'écris mon livre, c'est qu'il y a beaucoup de fausses bonnes idées. Les gens se regardent beaucoup de sujets qui pensent être intéressants, mais qui en fait ont un impact marginal. Par exemple, vous lisez un rapport EVG de certaines marques et ils vont vous dire on baisse la température dans les magasins où on éteint la lumière le soir. Parce que c'est visible des clients, non? C'est visible des clients parce que il y a plusieurs raisons. C'est visible des clients. Ils ont la main là-dessus. Alors que ils ont la main dessus. Et effectivement, là, on arrive à comment on mesure le carbone. Alors, il n'y a pas que le carbone dans la mode. La biodiversité, il y a d'autres aspects, mais disons que le carbone, c'est ce qui est le plus étudié, normalisé, donc scientifique, on va dire. Dans toutes les entreprises du monde, il y a une manière de mesurer le carbone entre scope 1, scope 2, scope 3. Scope 1, c'est les émissions directes d'une entreprise. Scope 2, c'est ses émissions avec les adjacentes immédiates, c'est-à-dire l'utilisation d'énergie pour les transports des salariés, par exemple. Et scope 3, c'est les émissions indirectes. Et donc, ça a été mis en place par plusieurs forums, les Nations Unies. C'est assez intéressant. Certains secteurs, les émissions scope 1, scope 2 représentent 60% de l'émission du secteur. Et donc, travailler sur le scope 1 et scope 2, ça a du sens, parce qu'on maîtrise moins. Dans le cas de la mode, qu'est-ce que tu penses que représente le scope 3 par rapport au scope 1 et 2? Tu parles à 90%. Eh bien non. Le scope 3, c'est 98%. Et donc, dans la mode, 98%, c'est des émissions indirectes. Mais les émissions indirectes, c'est un petit peu plus compliqué, évidemment, parce qu'on a moins la main dessus, surtout quand on a tout délocalisé. Et puis, c'est plus loin du client. Et puis, du coup, on n'en parle pas beaucoup. Donc, on va dire quoi? On va dire, nous éteignons la lumière des bureaux. C'est super, c'est une petite initiative. Vous allez légèrement amender votre 1% d'émissions de carbone. Et pendant ce temps-là, on continue à sous-investir dans ce qui se passe dans le scope 3, là où il y a le gros des émissions. Donc, c'est un peu un... Il y a ça, il y a aussi quand même un peu les boucles d'économie circulaire, le recyclage. Quand on fait ça, on agit un peu indirectement sur le scope 3. Indirectement. Alors, évidemment, l'économie circulaire, c'est super important dans la mode et dans d'autres secteurs. Après, en termes d'échelle et d'impact, ça reste encore marginal, malheureusement. Donc, je pense qu'il faut pousser, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que les chiffres, si vous prenez tous les vêtements recyclés en France, déjà, recycler des vêtements, c'est pas facile. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que le verre, quand vous le recyclez, en fait, on le fait fondre et puis ça refait du verre assez bien. Vous avez une bouteille de Coca, vous la fondez, ça fait une bouteille de Fanta, tout le monde est content. Dans la mode, les vêtements, c'est une agrégation, la fibre de mauvaise qualité. Avant le recyclage, je mets le reuse dans le recyclage. Reuse, d'accord. Mais il y a des tas de... On pourrait parler de ça pendant 2 heures, mais il y a beaucoup de leviers. Mais malgré tous les efforts, il y a le reuse par rapport à ce qui arrive, ce qui est consommé tous les jours en France.
toutes les boucles circulaires, elles vont représenter peut-être 5% des vêtements. Donc, je pense que c'est bien, mais c'est là où il faut un peu step back sur le secteur, dire mais où est-ce qu'on va travailler. On va revenir sur le scope 3 parce que c'est là où il y a les émissions les plus importantes. Est-ce que tu as réfléchi aussi sur la demande et est-ce que tu es à l'aise de parler de la demande parce que cette demande, elle contribue à l'activité économique des pays où sont achetés les vêtements et évidemment là où ils sont produits. Mais est-ce qu'on a besoin d'utiliser autant de vêtements qu'on utilise aujourd'hui et est-ce qu'il faut réglementer la fast fashion c'est quoi ton regard là-dessus? Non, mais je pense que c'est des questions qui sont évidemment hyper importantes. Il y a plusieurs manières d'y répondre. Déjà, est-ce qu'on a besoin d'autant de vêtements? La réponse est non. On va pas se mentir. La consommation de vêtements, en nombre de vêtements, elle a fait entre x2 et x3 depuis les années 80. Pourquoi? J'y viens. Pas parce que les gens, dans les années 80, ils s'habillaient avec des vêtements moches et qu'ils voulaient les garder plus longtemps. C'est plus compliqué. Mais donc, la consommation de vêtements a évidemment augmenté et faisant le bonheur de toute l'industrie. On va pas se mentir. Après, c'est là où la mode, c'est un secteur qui est un petit peu compliqué, parce que c'est un secteur, il y a une analyse qui a été faite par un professeur de l'INSEAD qui s'appelle Frédéric Godard, qui regarde la mode avec un regard de sociologue en disant, mais quel est ce secteur qui pousse à la consommation? Qu'est-ce qui est particulier dans le secteur de la mode? Et en fait, il explique, je synthétise, mais c'est beaucoup plus compliqué, mais qu'en fait, la mode, on peut la comprendre que si on comprend que c'est les identités. C'est une espèce de projection de soi et de ses identités. Et qu'on peut voir d'ailleurs la façon dont les gens s'habillent. Vous prenez dans la rue, quelqu'un qui s'habille en hippie, c'est pas la même chose que une cadre qui va partir à la défense. Et puis les gens vont se dire je m'habille moi-même, mais en fait ils s'habillent comme la représentation de ce que la société veut qu'ils s'habillent et qu'ils s'habillent. Et donc ça envoie un certain message en fait l'habillement. Et donc, c'est lié aux identités de chacun et les identités qu'ils veulent projeter. Pourquoi je dis ça? Parce que la sobriété, qui est un sujet qui fait évidemment très peur dans le secteur de la mode, parce que la logique voudrait qu'on consomme moins et tout le monde s'écroule économiquement, en fait, elle résiste aux gens, parce que les gens, c'est étonnant, en France et en Europe, les gens sont prêts à sacrifier beaucoup de choses pour l'environnement. Ils sont prêts à baisser la température chez eux. Ils sont prêts à manger beaucoup moins de viande. Mais ils ne sont pas prêts à changer leurs habitudes vestimentaires. C'est-à-dire que toutes les études qui ont été faites elles montrent que les gens continuent à consommer plus de vêtements, y compris les jeunes générations dont on dit qu'elles sont plus écologiques, plus vertueuses. Donc, et dans les gens qui consomment moins de mode, qui représentent une minorité, mais qui existe, 90% de ces gens-là disent qu'ils consomment moins de mode parce qu'ils ont moins d'argent. Donc, ça reste une histoire de prix. Et en fait, on peut déplorer ça. Et c'est vrai que, quand on a cette conversation sur la durabilité, la sobriété, on se dit, mais les gens ne comprennent rien. Mais en fait, c'est là où il faut regarder pourquoi. Parce que c'est leur identité, ils ne veulent pas y toucher. Et en fait, la mode, c'est un des derniers symboles de consommation abordable. Les voitures, ça coûte cher, et puis il y a de moins en moins de gens qui ont des voitures. La technologie, ça coûte cher. Et en fait, les gens, ils se font plaisir avec un petit accessoire de mode qu'ils peuvent acheter avec la fast fashion à 12 € ou avec l'ultra fast fashion à 4 €. Et puis, ils mettent une photo d'eux sur TikTok et ils ont l'impression d'être des princes ou des princesses. Et en fait, c'est là où il y a une dimension identitaire dans la mode qui a toujours existé et qui, je pense, existera toujours et qui, malheureusement, contribue à cette espèce de course sans fin de l'ultra-consommation. Et donc, il faut réussir quand on parle de la demande, cette demande, elle est évidemment stimulée par l'ensemble des parties prenantes qui ont un intérêt économique, que ce soit les marques, mais aussi les producteurs, et tout un système derrière, écosystème qui est pas facile à changer, et que si on disait on va changer du jour au lendemain, non, vous aurez des économies entières qui s'écrouleront, et donc ça fera forcément une rébellion assez forte, mais
au-delà de cette demande stimulée artificiellement, j'ai envie de dire, il y a une vraie demande identitaire de la mode qui correspond à des tendances profondes et qui va rester là. Donc évidemment, comment on adresse ça, c'est pas facile. Et c'est pour ça que c'est un secteur qui cristallise beaucoup de challenges d'aujourd'hui. Comment on arrive à avoir une espèce un message de sobriété heureux, comment on arrive à avoir des nouveaux modèles, comment la seconde main, justement, est associée avec un message positif, identitaire et pas négatif en mode la planète va disparaître, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Y a un autre... Tu ne penses pas que l'alimentation et le tourisme, c'est aussi des vecteurs de construction identitaire? Le fait d'arrêter de manger de la viande, c'est aussi une manière de se construire une identité et de la partager aux autres. Le fait de ne pas prendre l'avion... Sans doute. Alors, je ne suis pas un spécialiste de tous les secteurs. Hein. Je pense que, évidemment, chaque secteur a une partie identitaire. Ce qui se passe dans la mode, c'est que ça se voit. Enfin, c'est visible. C'est-à-dire, vous marchez dans le métro, vous êtes habillé en cosplay, les gens vous regardent, ils vous identifient cosplay. Vous marchez dans le métro, vous ne mangez pas de viande, personne ne le voit. Alors, oui, à un moment, dans votre petit cercle, vous dites... vous arrivez à un dîner en ville en disant « Non, mais moi, je ne mange pas de viande », hop, vous êtes un peu fiché, un peu cool. Mais c'est beaucoup plus visible, la mode. Cool ou pas, ça dépend des cercles. Ça dépend évidemment, ça dépend de repères. Mais oui, d'ailleurs, dire c'est cool, c'est déjà du point de vue d'un petit bobo parisien qui porte des véjas. Mais si vous ne mangez pas de viande... au fin fond de la campagne, les gens vont dire il est malade celui-là. Enfin, donc mais on va pas forcément être fiché pour avoir acheté des fringues chez H&M ou encore pire Shein, non, je sais plus comment on dit. Ouais. Shein, enfin, on peut penser. Ce serait intéressant de regarder les comportements de consommation des personnes qui se veulent être les plus vertueuses sur le plan de la durabilité. Et est-ce que sur chacun de ces secteurs, ils ont bien compris les enjeux de durabilité associés? Je pense qu'on verrait, alors ça serait très intéressant, je pense qu'à mon avis, il y aurait une constellation de comportements. Il y aurait les vrais purs vertueux, dont je ne fais pas partie, mais qui vraiment réussissent à limiter... leur impact en termes de consommation pour la nourriture, pour les voyages, pour les vêtements, c'est les puristes. Franchement, c'est bien. Et donc, si tout le monde est que, mais déjà, je pense que ça ne correspond pas du tout à une majorité. Après, à mon avis, on verrait aussi beaucoup de comportements qu'on pourrait considérer contradictoires. On va revenir sur cette histoire du consommateur, les identités des consommateurs qui ont beaucoup changé, mais qui sont contradictoires en apparence, mais en fait, si on prend le temps d'aller un peu plus en profondeur, ne sont pas si contradictoires. Parce que, comme moi, j'ai commencé ma carrière, c'est-à-dire maintenant, il y a 20 ans, les segmentations des clients, c'était assez facile. On avait une typologie, on avait une espèce de nom un peu bateau, en disant ça, c'est le jeune urbain... le cadre dynamique, créatif culturel, voilà. Et c'était des archétypes de consommation. Puis en fait, la consommation s'est accélérée, s'est multipliée, et il y a de plus en plus de messages contradictoires. Et nous, on le voyait avec le comportement en ligne. Vous avez des gens qui disent, moi, ils postent une petite vidéo de « il faut sauver la planète », et puis après... 2 posts plus tard, je viens de recevoir ma boîte de Chine. Et là, on peut dire, mais ils sont complètement tordus. Enfin, ça n'a pas de sens. L'un est contradictoire avec l'autre. Mais en fait, je pense que ça correspond à des sociétés qui sont un petit peu plus complexes, avec des modes identitaires, avec... on ne veut pas... Enfin, il y a des tas de phénomènes qui arrivent. Et puis, les jeunes générations que les gens ont du mal à comprendre aujourd'hui, on les voit comme contradictoires, mais en fait, c'est parce que le monde est plein de contradictions, d'injonctions. Et donc, chacun peut renvoyer l'autre à sa contradiction et dire, finalement, tu dis que je suis contradictoire, mais toi aussi, tu es contradictoire. Là, il y a un mois, il y avait le gouvernement français qui a envoyé une lettre à toutes les femmes de 29 ans en disant qu'il faut faire des enfants. Et les gens disaient, ils sont mignons, ils ont coupé toutes les allocs, toutes les aides, et puis maintenant ils disent faire des enfants, c'est un peu merci les boomers, on a autre chose à dire. Donc chacun peut renvoyer l'autre à sa contradiction. Et en fait, je pense que la contradiction correspond beaucoup au nouveau modèle, et en fait, on le voit à travers la mode, mais on le voit à travers plein d'autres secteurs.
Il y a un phénomène qui se passe à travers tous les secteurs économiques, c'est la fin du milieu. C'est-à-dire que les gens, ils veulent acheter soit des trucs très chers, un petit peu ostentatoires, le dernier iPhone ou un vêtement hyper cher, ou aller dans des hôtels de luxe, ou alors des trucs pas du tout chers. Donc là, le Shein ou le low cost, carrière, et tout ce qui est au milieu, ça a disparu. Enfin, regardez, quand moi j'étais jeune, les hôtels 2 étoiles et 3 étoiles, ça existait. Aujourd'hui, vous n'en voulez pas. Enfin, ça n'existe plus. Il y a 1 étoile ou 4 étoiles. Et en fait, ça correspond parce que les gens veulent se faire plaisir et donc ils sont prêts à économiser, attendre. Et puis, par ailleurs, ils veulent être rationnels en disant attends, pourquoi j'achèterais pas c'est quasiment la même chose. Et c'est vrai que pour se promener d'un point de vue purement rationnel, pour aller d'un point A à un point B en avion, le low cost air carrière, c'est bien. Mais, et donc, tous ces phénomènes se combinent en fait dans la mode et expliquent ce qui semble contradictoire en apparence, surtout quand on juge d'un certain critère, mais en fait, ce qui est juste, qui capture quelque chose de beaucoup plus complexe sous-jacent. J'avais commencé cet aparté en parlant des archétypes de consommation. Maintenant, vous avez des state needs customer segmentation, parce qu'on dit que tel client, le dimanche soir, ils sont en train de faire du binge shopping sur Internet et donc il faut leur pousser de la pub, alors que le mardi matin, ils font du yoga et ils font je me connecte pas sur mon téléphone portable. Et donc, en fait, il y a une espèce d'accélération du monde qui s'est faite, qui n'est pas propre à la mode, mais que la mode... auquel la mode contribue, mais que la mode subit aussi. Notamment avec le passage vers le online, qui, à mes yeux, est pas du tout désirable pour la mode en tant que secteur, où elle a perdu beaucoup au change. Donc c'est là où elle le subit, mais elle est obligée de s'adapter et puis continuer à être comme un petit hamster dans sa roue, à devoir accélérer sur quelque chose qui est fondamentalement une branche... un peu mal branlé pour la mode. Donc, conclusion, on va continuer à acheter de plus en plus de vêtements, y compris en France et en Europe. La demande, elle va continuer à augmenter, même si elle augmente légèrement, et la puissance publique peut agir, mais elle agira dans une certaine mesure parce que c'est vecteur de construction d'identité. Donc là où on peut avoir l'impact le plus significatif, c'est en agissant sur le scope 3, qui est représenté par des industries qui sont principalement en Asie. Tu as évoqué quelques innovations sur la partie teinture. Est-ce qu'il y a d'autres innovations qui laissent penser qu'on pourrait infléchir l'impact de cette industrie ? Oui, tout à fait. Alors, déjà, je pense pas qu'il faut abandonner la demande. Hein. Je pense que ça va changer. Il y a beaucoup d'initiatives. À mon avis, ça va pas venir des gouvernements parce qu'il faut trouver un récit positif. Il y a Cyril Dion qui a expliqué qu'il fallait rendre la sobriété heureuse et que les gens n'allaient pas changer leur comportement par injonction, mais par, je ne sais pas quel mot on emploie exactement, mais en fait d'être heureux. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent et je pense que pour ça, la France, on est quand même en pointe. D'aller chez Decathlon, maintenant vous pouvez louer du matériel plutôt qu'acheter. C'est vrai, pourquoi acheter une tente alors qu'elle va utiliser 7 jours et après vous n'avez plus l'utiliser ? Voilà, donc ça se met en place. Vous louez une tente pour une semaine et puis après vous la ramenez plutôt qu'elle traîne dans votre placard. Mais on voit aussi qu'il y a des effets rebonds. Vinted, ça contribue aussi à la consommation de vêtements. Ah, exactement. J'ai parlé de Decathlon, j'ai pas parlé de Vinted. Mais en tout cas, il faut pas abandonner le travail de la demande. Ouais. Il va se faire et je pense que c'est une espèce de sociologie qui va évoluer. Il faut accélérer, mais il faut être intelligent dans cette accélération. Je pense que si on martèle arrêtez de consommer, c'est pas bien, les gens ils vont se braquer, ils vont consommer encore plus en disant merci boomer, t'as détruit la planète, tu vas pas me donner les leçons. Après, il y a effectivement sur l'offre, et ça c'est très important, et je pense qu'effectivement il y a beaucoup plus de leviers au niveau de l'offre, de la production, plutôt qu'au niveau de la demande. Il y a des innovations qui se passent. On a parlé brièvement d'Everdye tout à l'heure, qui était dans l'accélérateur. Eux, c'est absolument génial. C'est qu'en fait, ils arrivent, ils réduisent énormément tout l'empreinte de la teinture parce qu'en fait, ils l'éliminent à 99%. Pourquoi ? Parce qu'ils arrivent à faire de la teinture à froid, c'est-à-dire sans chauffer la piscine. Et donc là, vous réussissez à réduire l'impact de manière colossale parce que
99% de réduction sur la moitié du scope de la mode, qui représente 8%. On parle de 4% de l'empreinte carbone mondiale que vous pouvez réduire grâce à une innovation technologique de procédés, de la chimie. Et donc la chimie verte a un potentiel incroyable dans la mode. Donc là, il y a ça, un autre exemple de comment être meilleur en réduisant l'empreinte pour faire les mêmes vêtements. Après, il y a d'autres leviers qui existent, et c'est souvent des leviers d'ingénierie. C'est ça la vérité. Moi, je ne suis pas ingénieur, mais je reconnais que c'est là que les solutions vont se trouver dans la mode. D'être meilleur au niveau des algorithmes pour prédire l'inventaire. L'inventaire, c'est un énorme sujet dans la mode. Donc, il y a plus de 10% des produits qui sont, enfin des vêtements qui sont produits qui ne sont jamais vendus, donc qui finissent détruits et qui ont utilisé beaucoup d'énergie. Et en fait, c'est fondamentalement un problème d'une mauvaise prédiction de la demande et sur lequel on peut travailler. À Dormy, on avait beaucoup investi dans ces problématiques d'inventaire. On avait vraiment les équipes qui travaillaient dessus. Et une des choses qu'on a fait, par exemple, on a changé nos algorithmes pour pouvoir dire on arrête de faire du air shipment, c'est-à-dire d'envoyer en avion d'Asie vers les États-Unis les vêtements, ce que font la plupart des marques de mode, ce qui est évidemment très mauvais, et on va dire on va le faire en bateau. Mais ça semble évident, parce qu'évidemment l'avion ça pollue 20 fois plus que le bateau, et ça coûte 10 fois plus cher, mais c'est plus facile, parce qu'un avion, ça met une semaine, parce que c'est pas un avion de ligne, hein, une semaine pour livrer un vêtement entre le lieu de production et le lieu de consommation. Ça, c'est en avion. En bateau, ça met 3 mois. Donc, quand tu fais de la fast fashion... Exactement. Mais après, vous pouvez tout à fait... Et puis, le transport représente peu dans le prix, c'est ça aussi. Donc, le transport... Même si c'est 10 fois plus cher... Exactement. Ça reste alors, c'est pas non plus négligeable. Hein. C'est-à-dire qu'un vêtement qui va être vendu environ 40 € en prix de vente, donc 40 €, vous allez avoir peut-être... la TVA, ça va représenter 8 €. La production du vêtement va représenter 10-12 €. Donc, je mets ça en balance avec la TVA. Et le transport, si vous prenez l'avion, ça va prendre 1 €. Donc, en fait, c'est 10% du prix de la production, ce qui est quand même beaucoup. C'est pas non plus négligeable, mais c'est sûr qu'il faut mieux le faire en bateau. Mais pour faire en bateau, il faut être malin sur sa commande, être très bon sur prédire la demande, et puis pouvoir s'ajuster, et dire voilà, on a besoin de moins de ce produit-là, on a un peu plus de temps. Donc là, il y a des tas de choses à faire, mais c'est évidemment plus compliqué à faire que dire qu'on éteint la lumière dans les bureaux le soir. Et imposer aux acteurs de dire si le vêtement a voyagé en avion, est-ce que ça pourrait contribuer à agir sur la demande? Est-ce que les consommateurs seraient sensibles à ça? Et plus largement, afficher l'impact environnemental sur les vêtements. Alors, on en est où? Alors, je pense qu'afficher l'impact environnemental, c'est une bonne chose. Pour tout un tas de raisons. Je pense qu'il y a un certain nombre de clients, de consommateurs finaux, qui vont le regarder. Et d'ailleurs, l'effort qui a été fait là, dernièrement en France avec le lancement de l'EcoScore, il est assez intelligent. Parce qu'on pourrait parler des index aussi, c'est un petit peu compliqué, mais disons que c'est un index composite qui est assez intelligent. Donc, faut saluer le travail qui a été fait par l'ADEME et qui a travaillé avec beaucoup de parties prenantes dans l'industrie pour arriver à un outil. Donc, Clear Fashion qui a beaucoup agi en lobbying. Exactement. Il y en a plusieurs entreprises qui donc ont Et donc, je pense que établir ça, c'est bien. Et il y a certains de mes clients qui vont le faire. Et c'est surtout, je pense que déjà, les marques vont réaliser. Et petit à petit, ça va donner plus de courage pour changer les comportements. Donc, mais ça va être... je pense que ça va plutôt être un changement sur 3, 4, 5 ans avant que ça se fasse. Pourquoi 5 ans et pas immédiatement? Avant que quoi se fasse? Avant qu'on arrive à réduire significativement l'empreinte des vêtements grâce à l'affichage environnemental. Et juste pour être sûr de bien comprendre, l'affichage environnemental, aujourd'hui, il est obligatoire sur tous les vêtements, sur un certain type de vêtements? Alors, en France, il est obligatoire... Alors, c'est plus compliqué que ça. En France, il devient obligatoire depuis novembre 2025. Mais la première année, ça reste volontaire. Mais au bout d'un an, donc pour donner aux entreprises le temps d'y arriver, et au bout d'un an, si vous ne le faites pas, d'autres acteurs peuvent le faire pour vous.
donc ce qui met une espèce de pression. Et je pense qu'à terme, ça va devenir obligatoire. Et donc, c'est graduel. Je pense que c'est bien parce que ça correspond au temps d'adaptation des organisations. Et puis, tout le monde n'est pas prêt. Donc, mais ça va devenir. Verra que ceux qui l'ont fait gagnent des parts de marché. Alors, je pense pas, mais alors, je veux quand même manager les expectations. Je pense pas qu'on verra des changements radicaux parce que certains l'ont fait. Je pense que c'est bien de le faire. Je pense que c'est certains clients qui correspondent peut-être à 5 à 10%, vont dire c'est super et ça va changer leur comportement. C'est qui les pionniers là qui s'y sont mis les premiers c'est les acteurs du Made in France par exemple, j'imagine que... Oui, non, il y a des petites marques qui s'y sont mis, mais il y a aussi des marques... et moi, je regarde plutôt le mass market parce que les petites marques sympas, c'est super, mais ils parlent beaucoup aux gens qui sont déjà convaincus. Ce qui est intéressant, c'est quand les grosses y mettent. Il me semble que Kiabi a annoncé qu'ils allaient le faire. Donc Kiabi, c'est quand même une des premières marques de mode en France. Ils font beaucoup d'initiatives que les gens ne connaissent pas. Et eux, ils l'ont fait. Et puis ça c'est partout en France. Parce qu'ils sont un peu plus vertueux que les autres. Donc ils ont Alors, je ne connais pas assez bien, mais en tout cas, ils font beaucoup de choses. Je pense qu'ils disent moins que ce qu'ils font. Comme beaucoup de marques. Il y a beaucoup de marques qui font plus que ce qu'elles disent. Il y en a qui disent plus que ce qu'elles font, mais il y en a beaucoup qui font plus que ce qu'elles disent. Et ils font les choses de manière un peu systémique et intelligente. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une marque mass market. Il y a aussi une initiative chez Carrefour, qui produit beaucoup de vêtements, parce que Carrefour, ils vendent des vêtements dans tout leur Carrefour, pour justement faire cet affichage environnemental. Je crois qu'ils avaient travaillé avec des amis de Claire Fashion là-dessus. Et en fait, c'est bien parce que ça va rentrer auprès de gens qui s'en désintéressent complètement. Et donc, la réalisation de dire, ce jean-là, il a un éco-score de 800 et celui-là, il a un éco-score de 1000 et qui sont au même prix, je prends celui de 800. Voilà. Donc, petit à petit, cette espèce de transparence, ça va modifier les comportements. Après, il ne faut pas se mentir, je pense que vous avez deux jeans, il y en a un qui est à 800 et un qui est à 1000, sachant que plus vous êtes bas, mieux c'est, et qu'il y en a un qui est 2 fois moins cher, et ils sont encore pour celui qui est moins cher. Mais petit à petit, ça va changer le comportement, et surtout, je pense qu'au sein des entreprises, les gens vont se dire c'est quelque chose qui est important, et nous, on l'a vu au sein d'Adormi, en donnant les outils, les mesures juste de mesurer, d'avoir un langage commun, les designers, les équipes pouvaient mieux s'aligner plus vite et finalement choisir un produit où, tant qu'à faire, prenons celui-là plutôt que celui-là. Sachant qu'il y a quand même beaucoup de faux amis. Je me souviens, on avait un cas où on avait notre producteur qui était au Vietnam, et puis soit vous preniez des matières premières qui étaient recyclées, qui venaient de Chine, soit vous preniez des matières qui étaient non recyclées, qui venaient du Vietnam. Et les non recyclées qui venaient du Vietnam, en fait, étaient plus vertueuses pour l'environnement que celles recyclées. Alors, c'est un peu contre-intuitif. Pourquoi ? Parce qu'il y a le transport, parce que, en fait, c'est pas si facile que ça. Donc, mais en fait, ne serait-ce qu'avoir l'information, et disons que c'est arrivé où c'était à Isoku, c'est-à-dire que ça coûtait la même chose. Et on se dit, qu'est-ce qui est mieux pour le carbone ? Et puis on dit, celui-là est mieux pour le carbone, et hop, non recyclé au Vietnam. Mais en fait, avoir cette information, ça permet de changer toute la chaîne de décision en amont, et petit à petit, ça oriente le Titanic un petit peu plus loin de l'iceberg. Justement, derrière ces enjeux d'information et de transparence, il y a des enjeux de traçabilité. Comment est-ce qu'on s'assure qu'on a accès à la bonne information, aux bonnes data, et que... Alors, c'est un vaste sujet. Il y a une forme de cohérence entre les acteurs. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dites sur la traçabilité, qui est liée au digital passport, des choses comme ça. Quand ça a été lancé, en vrai, on pensait beaucoup que les gens allaient dire, quand il y a le digital passport, le client, au bout de chaîne, va faire la pression pour que ça change. Je pense pas que ça va se passer parce que... Excuse-moi, tu parles du digital passport ? Digital passport, c'est les informations sur le produit qui dit d'où ça vient et qui est en fait la partie visible de la traçabilité. Qui est une obligation réglementaire ? Qui est en train de devenir une obligation réglementaire. Mais le client, en termes de pourcentage de clients, n'est pas encore au rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y vient, mais pareil, on retombe sur ces 5 à 10% de gens déjà convaincus. Mais on ne touche pas la masse de 90%. En revanche, ce qui est très intéressant avec la traçabilité, c'est de dire, c'est vraiment faire de l'archéologie de d'où vient le vêtement, entre la marque, ça c'est ce auquel les clients achètent, le fabricant, donc ça c'est quelqu'un qui est un assembleur de vêtements, donc là vous voyez du Made in Vietnam, des choses comme ça, ça c'est ce qu'on appelle le supplier de rang 1. Après il y a le supplier de rang 2, c'est d'où viennent les matières premières, donc... le coton, le fil, des choses comme ça. Supplier de rang 3, où là, on a transformé
des matières agricoles en matière première du vêtement. Et puis après, le suppléaire de rang 4, c'est par convention, c'est l'agriculture, donc votre champ de coton. Et en fait, les exigences de traçabilité sont de plus en plus fortes, poussées au niveau européen. Et ça force en fait à dire, mais d'où ça vient ? Et ça répond à des questions qui semblent triviales. Quelle est la qualité, d'où ça vient, mais en fait qui ne sont pas du tout faciles à faire, à décomposer dans les chaînes de valeur de n'importe quelle entreprise. Parce que j'imagine que tu as un téléphone sur la table, tu as 100 composants, dont certains qui viennent de l'Est du Congo, et puis d'autres qui viennent d'une mine en Mongolie. Donc, c'est pas si facile que ça à faire. Et là où peut-être que Apple arrivera à le faire parce qu'ils ont beaucoup de moyens et qu'ils peuvent le faire, dans la mode, honnêtement, arrivé au rang 4, il y a très peu de marques qui arrivent. Hein. Et souvent, les marques qui arrivent, c'est des produits qui sont assez simples. C'est-à-dire qu'une chemise, 5 composants, et puis ça vient de la région normande. Ok, je suis content. Quand vous avez 1000 références qui viennent des 4 coins du monde, pas facile de faire cette traçabilité. Et donc, je pense que les exigences de traçabilité qui augmentent en termes de profondeur, c'est-à-dire aller chercher le rang 1, aller chercher le rang 2, aller chercher le rang 3, à terme, aller chercher le rang 4, et puis et en termes de granularité, c'est-à-dire je ne regarde pas les vêtements dans leur ensemble, mais telle catégorie, tel produit, telle série du produit, en fait, force les gens à regarder ce qu'ils avaient perdu l'habitude de voir, notamment depuis cette vague de mondialisation qui a commencé il y a 30 ans et qui a consisté à tout outsourcer en Asie. Et donc, une fois qu'on verra mieux, déjà, on aura des informations qui seront plus justes. Alors déjà, on aura des informations, parce que parfois, on n'a pas l'information. Après, petit à petit, on a des informations qui sont plus justes, parce qu'il y a beaucoup de faux amis. Ah il vaut mieux faire en Vietnam qu'en Chine et compagnie. Et puis, des informations qui seront de plus en plus de première main. C'est-à-dire, plutôt qu'avoir une espèce d'agrégation d'index qui sont faits de manière intelligente, mais qui ne sont que des moyennes pondérées, on aura la réalité. Et donc, la traçabilité, ça permet de faire ça. Je vous donne un exemple. Vous avez des analyses de cycle de vie du produit, ça dit combien de carbone a été émise pour faire cette chemise. Si vous avez peu d'informations, vous allez prendre des moyennes qui sont recommandées par différentes instances pour dire en moyenne le mix énergétique du Vietnam c'est tant de kilowatts, donc ta chemise est made in Vietnam, et donc tu arrives à ça. Et c'est vrai en moyenne, c'est des heuristiques, mais en fait c'est pas forcément l'empreinte carbone de cette chemise-là. Après, avec la traçabilité, vous pouvez dire en fait elle a été produite dans telle usine au sud du Vietnam, et en fait telle usine du sud du Vietnam, eux, vous savez quoi ? Ils ont mis des panneaux solaires. Donc, en fait, ils ne devraient pas être sur la moyenne du Vietnam, ni même la moyenne du sud du Vietnam. Ils devraient être sur l'empreinte carbone de telle usine qui est, en l'occurrence, très décarbonée. Et là, il y aura, je l'espère, une espèce de course au mieux-disant pour une fois, en disant, du coup, cette usine, là, elle va vraiment me baisser mon empreinte carbone. Et là, vous allez avoir les donneurs d'ordre en bout de chaîne qui vont dire on préfère aller dans telle usine parce qu'on a bien remarqué que sur notre éco-score, elle était mieux que telle autre. Et comme elle a les mêmes coûts et qu'elle est mieux pour mon éco-score, je prends telle usine. Comment est-ce qu'on fait pour avoir accès à cette granularité d'information ? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui ? C'est pas facile. Un langage commun. Il manque un langage commun. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il faut quand même souligner le travail qui a été fait dans le monde de beaucoup de gens parce que c'est assez ingrat. Des index, des outils, de la technologie. Donc, les choses se mettent en place petit à petit. Je pense qu'il manque un langage commun pour faire parler les systèmes entre eux, ce qui n'est pas facile, une sorte d'espéranto, une espèce d'espéranto pour que tous les systèmes se parlent mieux. Pourquoi ? Parce que là, on a tendance à aligner différents systèmes qui ont du mal à se parler entre eux. Et donc, parce que c'est pas facile, c'est pas que les gens n'y pensent pas, c'est juste que c'est pas si facile que ça. Et quand même, grâce à la technologie, aujourd'hui, on va pouvoir créer cette espèce de protocole pour que les outils se parlent mieux entre eux. Et en fait, au-delà des aspects techniques il faut un protocole, je pense qu'il faut réussir à faire mieux en termes de qualité,
avec moins de ressources. Parce qu'il y a quand même beaucoup de ressources qui sont mises, mais il y a beaucoup de doublons, malheureusement. Il n'y a pas assez d'utilisation de la technologie qui permet de... on voit bien avec l'IA de faire beaucoup de choses avec votre petite prompt sur un modèle LLM. Et donc, pour pouvoir finalement, avec des moyens, ISO moyens, de faire plus de qualité. Et là, on va... Pourquoi c'est important dans la mode? Parce que on en revient, c'est un secteur important en termes d'empreinte carbone mondiale. C'est aussi un secteur qui est un peu limité dans ses moyens économiques. C'est-à-dire que ça gagne pas énormément, la mode en tant que secteur. C'est pas des marges incroyables comme dans la tech. Vous regardez les entreprises de mode, de mass market, elles gagnent pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, il y a beaucoup de boîtes de mode qui ferment. C'est pas pour rien. Je pense que il faudrait vérifier, mais je ne serais pas surpris que les profits cumulés de Facebook, les profits de Facebook soient plus importants que les profits cumulés de l'ensemble du secteur de la mode dans le monde. Donc, c'est juste pour mettre les choses au moyen. Donc, la mode, elle ne va pas aligner des chèques de milliards pour ouvrir des outils, des data centers à travers le monde. Et donc, elle a cette contrainte économique qui ne va pas diminuer, parce que dans le meilleur des cas, les consommateurs vont arrêter vont consommer moins. Dans ce cas-là, c'est un problème de contrainte économique supplémentaire. C'est très concurrentiel. Donc du coup, comment on peut faire plus avec les mêmes moyens ou voire avec moins de moyens? Parce que si on dit Yaka Faucon, je peux vous dire que les modèles économiques de la mode, ils vont pas suivre. Où ils pourraient suivre en disant le client final va payer et on va parier sur un green premium. Mais en fait, il n'y a pas de green premium. C'est-à-dire que, à part les auto-convaincus qui vont acheter les 10%, les 10% qui sont vraiment moins que 10% qui vont acheter Patagonia, et les gens, ils disent je veux bien consommer mieux, mais je ne suis pas prêt à payer plus. D'ailleurs, sur cette histoire de green premium, c'est aussi malheureusement un refus de voir, une sorte de cécité intellectuelle des élites, faut dire les choses, parce que toutes les études dans le monde disent que les gens sont prêts à consommer mieux, mais ils sont prêts à payer 3 à 5% de plus pour consommer mieux. Alors consommer mieux, ça peut être pour la planète, pour sa santé, mais c'est 3 à 5%. Ceux qui sont prêts à mettre le plus pour consommer mieux, c'est les Américains, de manière surprenante, ils sont prêts à mettre 7 à 8%. Sans doute ils sont plus riches ou ils ont l'habitude de payer plus cher, je ne sais pas. Et donc, ça veut dire que si vous avez deux produits qui sont à prix équivalent, mais un qui est plus vertueux, ils vont forcément prendre le plus vertueux. Ou s'il est 3% plus cher, ils vont prendre celui qui est plus cher, mais qui est mieux pour la planète. Mais si vous avez deux produits avec un qui est mieux pour la planète, mais qui coûte 10% de plus, le client ne va pas suivre. C'est tout. Et donc, malheureusement, il faut s'adapter, ne pas croire au green premium, mais faire avec cette espèce de contrainte économique et de ce message qui est porté par 95% de la planète qui dit je veux bien consommer mieux, mais en l'occurrence tu t'arranges pour que ça coûte moins cher. Et donc c'est pas facile, mais en fait il faut s'adapter. Et c'est pas propre à la mode. Je parle de la mode, c'est un secteur que je connais mieux, mais je disais comment on va aller vers une meilleure traçabilité du coup? Quelles sont les incitations qui vont contribuer à ce que l'information soit plus précise et mieux partagée? C'est plutôt des changements réglementaires en Europe qui obligent les entreprises de la mode à aller chercher les informations sur leur scope 3. Alors, il y a un mix. Alors, effectivement, il y a eu un push réglementaire qui a été fait en Europe pour faire ça. Donc, je pense que le pouvoir réglementaire, il est indispensable parce que ça permet vraiment de pousser tout le monde dans le même sens, et puis il y a un petit côté inéluctable. Alors là, il y a eu quelques reculs récemment qui ont été fortement commentés et qui sont malheureusement plutôt négatifs, mais en fait, ils sont négatifs pour la planète, mais je pense aussi que ils sont négatifs parce que le mouvement, il est inéluctable. Et donc le recul, en fait, c'est pas reculer pour mieux sauter, c'est reculer pour se faire passer devant par des marques asiatiques qui continuent à faire plus ou moins ce que les règlements européens voulaient faire aux marques européennes, et puis ils vont prendre un temps d'avance. Après, il faut aussi reconnaître que ça a été
quand ça a été fait, poussé, il y avait beaucoup de bonnes intentions. Les gens mais ils n'avaient pas été pensés pour la mode en tant que tel. D'ailleurs, on avait ces soucis de transparence, traçabilité, ça touchait des dizaines de secteurs. Donc la mode était un petit poisson, et puis en l'occurrence, la mode, ils ont eu plus de mal que d'autres, et puis les systèmes n'étaient pas tout à fait prêts, ça demande de la technologie, mais malheureusement, les boîtes de mode, elles ne comprennent pas très bien la technologie. Et donc, du coup, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, ça a été un peu le bazar. Et donc, ça a engendré des coûts supplémentaires, des retards. Et puis, voilà, tout le monde, beaucoup de voix se disent « Ah mon Dieu, quel scandale, c'est malheureux ». Donc, je pense qu'il faut savoir distinguer 3 choses. Il y a l'intention qui était louable, la direction qui me semble louable. Après, parfois, il y a la transition qui n'est pas toujours facile. Et puis, alors là, évidemment, il y a un peu à boire et à manger. C'est-à-dire que si on dit qu'il faut aller trop vite, les gens vont dire tu dis ça parce que tu es récalcitrant. Bon. Puis d'autres qui vont dire non, mais juste on n'est pas prêt. Et puis certains, ils sont prêts, mais pas d'autres. Donc, c'est pas facile. Après, je pense que et c'est là où il y a un rôle aussi des entrepreneurs, c'est d'arriver à proposer les bonnes solutions. Parce que les solutions il n'y avait pas de solution existante déjà il y a quelques années. Après, il y a eu beaucoup de boîtes de traçabilité qui se sont lancées, avec certaines qui sont mieux que d'autres. Bon. Peut-être un peu trop d'enthousiasme de beaucoup de gens. Donc, les fonds d'investissement, ils ont mis beaucoup d'argent dans les solutions de traçabilité, et puis en fait, c'était pas forcément les meilleures. Enfin, c'est pas facile. Et puis là, on est dans une phase un peu, il y a beaucoup de casse. Donc, je serais pas surpris qu'il y ait la moitié des solutions de traçabilité qui fassent faillite au cours des 24 prochains mois, parce que la fête est finie, il n'y a plus de capital pour vous, et puis tout est un peu ralenti. Et c'est malheureux parce que derrière, c'est des aventures humaines fortes et des bonnes volontés. Et puis, dans les décombres, voilà, émergeront au final les bonnes solutions, les standards et tout. Et c'est donc c'est toute cette problématique. Là, je parle de la mode, mais en fait, ça s'applique à beaucoup de secteurs. Dans l'automobile, on le voit bien que les gens se posent des questions en disant finalement on a dit que c'était super, on fait que des voitures électriques, mais en fait on va remplacer, on va être dépendant des constructeurs chinois qui ont 20 ans d'avance, parce qu'il y a 20 ans ils étaient déjà en train de forer l'Afrique pour trouver les métaux rares, pendant que nous on était ravis d'envoyer en Chine toutes les terres rares, parce que la France était un des leaders mondiaux des terres rares dans les années 90, hein, et puis on a tout balancé en Asie en disant on n'en veut pas, et puis maintenant on dit c'est bien les terres rares. Et donc voilà, donc tout ça, c'est... Et toi, là-dedans, tu viens de publier ce livre. Tu as fait un peu un tour du monde des innovations majeures dans ce secteur. C'est quoi la suite pour toi ? Oula, déjà, là, il y a... moi, je vais rester dans mon petit triangle, la durabilité dans la mode et les secteurs adjacents, et puis avec de l'innovation. Que ce soit technologique ou de procédés. Et donc, ça veut dire que concrètement, je travaille avec différentes startups pour les aider. J'interviens dans des écoles pour un peu partager mon expérience et puis faire ça. Je m'implique, je finance en direct certaines innovations que je trouve intéressantes. Et j'essaie d'aider l'écosystème. Donc voilà, donc il y a beaucoup de choses. Ça fait de moi une personne pas mal occupée. Et puis là, j'espère qu'avec ce livre Reset Fashion, que évidemment j'invite chacun à acheter, ça permettra aux gens de l'industrie de mieux comprendre et prendre du recul sur l'industrie, parce que je pense que c'est des belles histoires, il y a des choses à faire évidemment. Et aussi de pousser dans le système. Je pense qu'il y a vraiment, on est sur une ligne de faille. Et les 3 prochaines années vont être critiques en fait pour la mode, pour savoir quelle mode on aura demain. La mode existera toujours, les gens continueront à consommer des vêtements. La question, c'est comment ces vêtements sont produits. Est-ce qu'ils en consommeront quand même un peu moins, mais tout en étant aussi contents et en tirant une satisfaction identitaire aussi forte qu'avant. Quelles innovations permettent de réduire les impacts négatifs de la mode, et il y en a. Où ces innovations seront-elles où est-ce qu'elles émergeront ? Est-ce qu'elles émergeront
à Shanghai, à Singapour ou en France, ou un peu Détroit, et puis où ça sera produit. Donc en fait, tout ça nous fait un écosystème qui est évidemment complexe. L'histoire est très loin d'être finie, mais je pense que ça va. Je pense que les prochaines années seront très intéressantes, un peu violentes pour certaines marques de mode, on va pas se mentir, mais faut quand même pas se mentir, on n'est pas dans des années faciles à tout point de vue, mais au milieu de ça, la mode a une chance historique, je crois, de montrer concrètement qu'un autre chemin est possible. Et la mode, c'est un secteur extrêmement influent. Donc, si c'est possible dans la mode, je pense qu'il n'y a aucun secteur qui peut résister. Il n'y a pas de raison. Si on arrive dans la mode avec toutes les contraintes que j'ai décrites, l'histoire un peu négative, en fait, il n'y a pas de raison que les autres secteurs n'arrivent pas à faire leur transition. Mais ça demande évidemment de se retrousser les manches et puis d'approfondir en fait la réflexion. On ne peut pas juste rester à dire nous faisons des efforts fantastiques parce que nous éteignons les lumières dans les magasins la nuit. Ça on n'arrivera nulle part. Donc, qu'est-ce qui t'a le plus surpris en écrivant le livre ? Est-ce que tu avais certaines convictions avant de faire tout ce travail de discovery et en fait, en regardant de plus près à la fois les émissions et les innovations, il y a des choses que tu as découvertes et que tu ne t'attendais pas ? J'ai pas eu de... Alors, ce qui m'a surpris, c'est que c'est pas facile d'écrire un livre, d'avoir une espèce de cheminement intellectuel cohérent, donc ça demande beaucoup d'itération. Ce qui m'a frappé, c'est que il y a un manque de lien entre les sujets de silos à tous les niveaux, cognitifs, entreprises et tout, qui est vraiment dommageable. Et en fait, si chacun arrive à avoir une pensée que je dirais horizontale, à regarder autour de ce qui se passe, et plus systémique plutôt que faire la petite profondeur qui est bien, mais qui n'est plus ce dont on a besoin, et ben on arrivera à faire des vraies avancées. Et donc voilà, ça peut commencer par quand on travaille dans une marque de mode, et ben on se dit juste, en fait, c'est quoi, d'où viennent les émissions globales de la mode, et puis voilà, sur 100% des émissions globales de la mode, en fait, il y a 45% sur la teinture. Et nous, on fait quoi pour la teinture ? On a une initiative de teinture, on n'en a pas. Alors là, j'en dire, peut-être qu'on devrait au moins lancer un effort, ne serait-ce que... et voilà. Et puis après, ça emmènera... ça posera beaucoup de questions, ça remuera un peu, mais il y a des choses à faire. Et donc, voilà, essayer de regarder, de step back, de voir ce qui se passe, et puis... en fait, rester positif, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, mais qui vont dans le bon sens. Mais positif, mais exigeant intellectuellement, parce que sinon, on continuera à tourner en rond en étant satisfait de slogans un peu vides. Bon, merci. Je crois que ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci, Antonin. Ouais, à bientôt.